Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Renaud, bonjour, bienvenue dans l'émission Guérir en soi. Je te présente, comme tout le monde te connaît, Renaud R ou Renaud Robert. Ouais, c'est ça. Tu es à mes yeux un troubadour des temps modernes. Je trouve que ça te qualifie très joliment. Mais pour moi, troubadour, c'est le poète, c'est celui qui sait dire des mots d'amour et qui laisse parler son cœur. Pour moi, un troubadour, c'est ça. Donc tu es à la fois artiste, tu es musicien, tu es parolier, tu chantes tes propres chansons et j'ai eu le bonheur de t'écouter plusieurs fois et c'est un ravissement à chaque fois que d'entendre tes textes qui sont très très beaux et notamment avec ta compagne Caroline. Ouais. Mais tu es plus que ça, tu as plusieurs cordes à ton arc, on va dire ça comme ça, ou cordes à ta guitare. Et je sais aussi que tu accompagnes par des méditations des gens qui, pour leurs propres raisons, viennent chercher ou ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Mais oui, c'est ça, ils viennent soit par curiosité de la méditation, soit parce qu'ils en ont entendu parler, soit parce qu'ils ont eu l'appel. L'appel, le besoin. Voilà, donc je te laisse te présenter, Renaud, et je sais que c'est ton cœur qui va parler. Alors, c'est toujours difficile pour moi de me présenter, parce que souvent, quand on se présente, on parle de ce qu'on a fait. Et pas de ce que l'on est. Voilà, exactement. Et est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on est ? Pas forcément. Pas forcément, pas tout le temps. Du coup, déjà, tu as dit beaucoup de choses par rapport à ce que je suis, par rapport à ma présentation. Peut-être que des choses que je peux dire surtout par rapport au contexte dans lequel on se rencontre, c'est-à-dire l'émission de Guérir en soi, donc le chemin un peu spirituel, le chemin de l'éveil. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pas vraiment senti dans ma vie, moi, il y a des gens qui nous disent des fois je suis venu sur le chemin à ce moment-là parce que j'ai eu un burn-out, parce que j'ai eu une crise existentielle, parce que j'ai eu... Moi, j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y a eu un avant et un après dans ma vie. Par contre, ce que je retiens, j'en parle souvent dans mes accompagnements de méditation, je retiens une phrase, moi, qui m'a fait un déclic. Et, je devais avoir une dizaine d'années ou un peu moins d'une dizaine d'années. Et j'ai demandé à mon père où c'est que s'arrêtait le ciel. Et mon père m'a répondu, le ciel ne s'arrête pas. Et ça, c'est magnifique. Ça a ouvert comme une capsule en haut du crâne. Ça a ouvert tous les possibles. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si je me reconnectais à l'espace infini qui m'habite et qui nous habite tous, qui est notre nature véritable. Et que du coup, en retrouvant d'un coup, en re-rencontrant cette nature d'un coup véritable à l'intérieur de moi, juste par une réponse, c'est comme si ça me donnait un manque de ça. C'est-à-dire, je rencontrais ça, mais la nostalgie, voilà, je cherchais le mot, ça m'a redonné la nostalgie de qui j'étais. Et je vois bien du coup que quand j'ai commencé à pratiquer la méditation à l'âge de 14 ans, finalement, c'était ce que je cherchais, c'était de me reconnecter à cet espace infini qui est, comme tu dis, tous les possibles et qui nous reconnecte à tous ces possibles. Et je vois bien que si je continue à pratiquer de la méditation tous les jours, c'est pour réactualiser ce potentiel de tous les possibles, pour réactualiser cette connexion avec l'infini à l'intérieur de moi. J'ai envie de te demander, réactualiser ou maintenir ? Réactualiser parce que pour moi, même après 23 ans de pratique formelle de méditation, je vois bien que je perds cette connexion des fois. D'accord. Et que du coup j'ai besoin de réactualiser ou de me réabreuver à la source. De rouvrir à cette dimension. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais je vois bien que dans mon quotidien de papa, dans mon quotidien de devoir gérer des choses sur le plan matériel, au niveau financier, au niveau des travaux que je fais, au niveau pratique. De temps en temps, je repère la connexion avec cet infini. Après, est-ce que le fait qu'on soit connecté, déconnecté, c'est pas le fait qu'on soit tout simplement
incarné et humain, et donc d'être dans cette à la fois connecté dans le quotidien. Sinon, j'ai envie de dire, on serait pas là. On serait peut-être qu'on serait ailleurs. Ouais, j'en sais rien. Si, totalement. T'as tout à fait raison. C'est un peu pour moi le défi de l'incarnation. C'est de rester en contact avec cet infini tout en étant là et en fonctionnant dans la matière. C'est un peu le défi, quoi. Comme tu dis, et j'en fais pas j'en fais pas un drame quand je me sens déconnecté. Ben non, sinon c'est pas le but. Voilà, c'est ça. Peut-être que du coup, pour être plus juste, je pourrais le formuler différemment en disant que c'est un repas. Mon 4e repas, c'est ma méditation. D'accord. C'est-à-dire que je m'attable pour manger du silence. Tu t'installes, tu t'apprêtes. Voilà. Tu te prépares. Voilà. Et je me nourris du silence, de l'énergie, de la vibration intérieure qui me nourrit et qui me donne cette nourriture intérieure dont j'ai vraiment soif et un besoin fort. Donc elle est vraiment quotidienne, ta propre méditation, c'est vraiment un besoin que tu ressens. Ma pratique formelle de l'assise, c'est quotidien. Oui, c'est un besoin. Je le sens comme un besoin, comme un repas. Ouais. Je préfère, ça m'est arrivé justement d'être dans des périodes de voyage, dans des moments avec de l'inconfort un peu matériel ou tout ça. Mais malgré tout, même si je loupais un repas, un vrai repas matériel, tu ratais pas celui-là. Celui-là, je le ratais pas, quoi. Je me suis retrouvé dans des endroits, même à la sortie d'une bouche d'évacuation, où il n'y avait pas des super odeurs, où il y avait des moustiques et tout ça. Mais je restais 45 minutes, 1 heure en posture pour pratiquer la méditation. Donc tu t'installes et tu te prépares et tu te conditionnes, mais dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Et voilà, tu sais que tu t'accordes ce temps où à la limite... il peut se passer n'importe quoi. Voilà, j'allais te dire, il y a un ouragan qui passe, mais Renaud, il est dans cet instant de repas. Quand on parlait tout à l'heure de l'incarnation, j'ai une phrase qui est très belle que tu connais puisque nous avons en commun Roland que j'admire profondément. Il m'a toujours dit, nous sommes des êtres de lumière venus sur Terre incarner la matière et non pas l'inverse. Et c'est vrai qu'au début je ne comprenais pas parce que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas tous les jours, qu'on n'oublie pas du tout. Et ça donne une autre dimension à ce pourquoi on est ici. Et en fait, on inverse complètement notre vision des choses et notre compréhension. Ouais. Entre parenthèses, d'ailleurs, dans notre monde, la plupart des choses sont inversées. Oui. Si on veut vraiment voir la réalité, il faut regarder les choses tout le temps dans l'autre sens que nous sont proposés. Avec un autre prisme que ce qui nous est proposé. Sauf qu'on se garde bien de nous rappeler tout ça. De tout le rappeler. C'est ça. Et c'est tout, j'ai envie de dire, c'est tout. Alors j'aime pas le mot difficulté, j'aime pas le mot travail, parce que le mot travail implique un effort, mais j'ai envie de dire que c'est tout le chemin, en fait, que de retrouver cette compréhension et donc d'avoir cet autre regard sur ce qui nous arrive. Alors moi ça me fait rebondir à ce que tu dis. Moi à une époque j'aimais pas trop le mot travail, le mot effort. Et maintenant, j'ose accepter et dire que la méditation demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a une force latente sur Terre et en nous, qui est comme l'apesanteur pour les objets. Les objets, lorsqu'on les jette en l'air, ils retombent au sol. Je pense qu'intérieurement, on est attiré vers les habitudes de fonctionnement et le conditionnement, le connu. Et qui nous aspire vers quelque chose qu'on connaît. Et tout le chemin et les efforts pour moi qui ont lieu d'être, c'est de faire la démarche pour se sortir de ça. Se sortir de ça. Et donc dans une méditation, au niveau de la pratique, c'est de ne pas suivre ses pensées, par exemple. Et donc ça demande un effort. Oh, combien c'est difficile. C'est difficile. C'est ça. Moi je sais que pendant quelques temps j'ai pratiqué Zazen. Ouais. Alors au départ c'est épouvantable, t'as qu'une envie, c'est de te lever. De t'en aller. Et puis au bout d'un moment, bizarrement, t'arrives à garder ce regard en bas, à regarder le mur et finalement forte expérience que Zazen, vraiment, c'était assez extraordinaire.
Comment tu conduis une méditation en fait? Est-ce que les mots te viennent? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares avant ou est-ce que ça va changer suivant Je prépare quasiment plus en avance mes méditations, les soirées méditation que je mène à Ananda Yoga ou les stages, ou très peu quoi. Surtout les méditations quotidiennes à Ananda, c'est plutôt quelques heures avant en fait, où il y a des choses qui me viennent, où je me dis on pourrait être dans ça quoi. Tu te laisses inspirer. Voilà, je me laisse inspirer. La plupart du temps, par contre, moi je guide souvent des méditations qui ressemblent à ce que certains appellent la méditation pleine conscience. Oui. Mais de temps en temps, j'aime bien donner d'autres outils pour que les gens aient d'autres outils, par exemple les mantras ou le phosphène. Des visualisations aussi? Visualisation, non. Jamais? Non. Jamais parce que... Ça se rapproche de la sophrologie? Ouais, et pour moi, en fait, la méditation, c'est vraiment ne rien rajouter, rien enlever. Mais juste être avec ce qui est. Finalement, le chemin et le but, c'est la même chose dans la méditation, c'est demeurer avec ce qui est tel que c'est. Et du coup, pour moi, les visualisations peuvent être intéressantes si notre démarche, c'est de se guérir de quelque chose de physique, de particulier, de précis. Oui. Et comme là, souvent, c'est des méditations en groupe où il y a plusieurs personnes, c'est pas du personnel, donc du coup, c'est des choses où mon seul souhait, c'est d'amener les gens à s'ouvrir, en fait, à s'ouvrir à ce qui est, et à développer l'accueil de ce qui peut venir. En fait, je dis souvent que le but de la méditation, ce n'est pas de nettoyer de fond en comble ce que nous sommes, ce n'est pas de ne plus avoir d'émotions négatives, entre guillemets, ce n'est pas d'être complètement pur, mais parce que pour moi, j'ai l'impression à l'heure actuelle, à moi, que ce n'est pas possible. J'ai envie de te dire, sinon on ne serait pas là, certainement. Donc pour moi, c'est voué à l'échec et à beaucoup de frustration. Ce qui me semble important, c'est de développer l'accueil et l'ouverture du cœur envers à ce qui vient. À donc tout les ce qui émotions, vient. à tout ce qui peut remonter. À tout ce qui vient. Et je pense que la transformation possible par le chemin de la méditation, c'est de développer cette ouverture. Oui. Voilà. Des choses qui peuvent être transmutées parce qu'elles sont comprises à un moment donné, pas comprises, mais accueillies. Comprises, non, tu as raison de me rectifier. Peut-être qu'on comprendra un jour ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de comprendre? Parce que comprendre, c'est mentaliser finalement. C'est ça. Mais c'est accueillir ce qui est là. Accueillir ce qui est. Ça peut être une aide parce que même si on est des professionnels de la méditation, entre gros guillemets, surtout ne le devenez pas. Non, surtout pas. On vivra peut-être des divorces, on vivra des séparations, on vivra des maladies. Parce qu'on a ces expériences à vivre. Parce que c'est la vie terrestre et que donc la seule chose qu'on peut faire, c'est pas repousser le négatif, ce qu'on étiquette de négatif d'ailleurs, c'est s'ouvrir et l'accueillir. Quoi. Oui. Comme la part d'ombre qu'on peut avoir en nous, le mauvais caractère qu'on n'aime pas, se dire que finalement, oui, on a mauvais caractère, oui, on est en colère, oui. C'est ça. Oui. En fait, ça fait partie... c'est d'essayer d'accepter sa complétude, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis d'être authentique aussi envers ce qu'on est, quoi. Avec, comme tu dis, la lumière et l'obscurité. Et l'ensemble de ce que nous sommes. Oui. En fait, contrairement à ce que certains peuvent penser, méditer, c'est ne pas fuir. C'est joli. En fait, c'est vraiment ça, c'est que... Alors qu'on penserait le contraire, en fait. Voilà, on peut se dire, la méditation, c'est une fuite du quotidien et tout ça, alors que si on médite vraiment dans le sens, si on s'assoit face à soi, et bien à un moment donné, il y aura des choses qu'on a mis sous le tapis qui vont se pointer. Et donc du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment ne pas fuir. Alors que la vie dans le monde, c'est la fuite dans le sens où on peut regarder un match de foot, on peut fuir dans l'activité, on peut qui fait qu'on ne regarde pas à l'intérieur, parce que le fait d'être à l'extérieur nous permet pas de rentrer en connexion. C'est pour ça, les gens qui sont hyper actifs et qui sont toujours tournés vers les autres ou vers autre chose, finalement, c'est pour pas aller en eux. C'est ça. Alors que la raison, ça leur appartient. Mais... Ouais.
Et ça finit souvent par un burn-out qui par des maladies. Finit par tourner le regard à l'intérieur. Absolument. En fait. Oui, mais à quel prix? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors j'ai envie de te poser la question, Renaud, en quoi, alors tu as pas partiellement répondu, même pour une grande partie, en quoi la méditation peut améliorer notre bien-être en fait? Je pense que je reprendrai déjà des choses que j'ai dites. Je ne crois plus à un état de bien-être constant. Donc du coup... À moins d'être un moine... Et même pas. Même pas, tu crois? Tu crois pas qu'il le soit? Non, je crois pas. Je crois pas. Bon. Bon, c'est peut-être une croyance. Je sais rien. Je n'ai pas rencontré. J'en suis là, quoi. Ce que je crois, c'est une possibilité d'accueil, peut-être constant, à un moment donné du chemin. Moi, j'en suis pas là. Il y a plein de choses que j'accueille pas dans ma vie. En tout cas, pas les premières minutes. Pas encore ou pas tout de suite? Pas tout de suite. Ce qui est intéressant avec la méditation, c'est que ça peut nous aider à accueillir plus rapidement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sclérosent dans nos vies quand on n'accueille pas rapidement. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, j'ai une contrariété avec quelqu'un, on a l'habitude si on n'est pas habitué à ne pas s'identifier à nos pensées, à nos émotions, on va rebrasser ça, parfois pendant plusieurs années même. Longtemps. Il y a des gens qui ont ça pendant plusieurs années, qui ont des rancunes et qui créent donc des maladies physiques et tout ça. La méditation peut permettre de ne pas s'identifier à nos pensées et à nos émotions. Et je dis encore, moi ça fait donc depuis l'âge de 14 ans que je pratique, donc ça fait 23 ans que je pratique la méditation formelle. Je ne suis pas du tout au stade d'accueillir tout sur l'instant. Avec le sourire, en rendant grâce, merci. Voilà, c'est ça. Oui, donc, Par contre, je vois bien que parfois même des tensions et tout ça, il me faut que quelques minutes pour redescendre et pour lâcher et pour en sourire. Quand même, c'est vachement bien. Donc c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Du coup, on peut rigoler très rapidement, même en famille, de petits conflits ou de tensions qu'il y a. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que en fait, la désidentification amène l'humour. Et l'humour, du coup, amène la continuité de la communication. Ce que j'ai envie de te dire aussi, si tu me permets, c'est que le fait que ce temps entre le moment où ça agit et ça actionne quelque chose et que ça redescende, ça peut aussi exprimer qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Si on peut le voir comme ça. Ouais. Je ne sais pas, moi c'est ce qui me vient. Après, je peux prendre mon propre exemple. Mais ça peut. Là, tu dis, si ça gratte encore un petit peu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Quoi, tu me diras... On aura d'une vie ou plusieurs vies pour arriver à régler complètement les choses. Mais oui, c'est effectivement intéressant cette approche-là, d'avoir conscience qu'il y a ça. Il y a ça, mais tu sais que par ton expérience et ces méditations, tu t'en sors de cet état. Voilà, ça te permet de ça dire, mais là-haut, il y a ça qui se passe. C'est ça. Ouais. D'être spectateur de ce qui arrive. Ouais. On n'en est pas tous là. Alors on veut mettre les méditations comme passeport, mais activité nationale. Ah oui, voilà. Ça serait quand même pas mal. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Alors il y a plein de sortes de méditations, les méditations guidées. Après, chacun trouve midi à sa porte. Ouais. Après, il faut que ça résonne en nous et que, effectivement, qu'on soit suffisamment en confiance en soi et en celui qui mène la méditation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça me paraît complètement évident. Et après, par rapport aux pratiques, moi, ce que j'aime bien aussi raconter, c'est un peu l'histoire de la personne qui cherche de l'eau et qui creuse 30 cm et qui ne trouve pas d'eau. Donc il se déplace, il recreuse 30 cm, il ne trouve pas d'eau, il se redéplace, il creuse 1 mètre, il ne trouve pas d'eau, et ainsi de suite. Et il creuse une vingtaine de trous à peu près d'1 mètre de profondeur et il n'a jamais trouvé d'eau. Et quelqu'un arrive et lui dit, mais si tu avais creusé tout le temps au même endroit, tu aurais creusé 20 mètres de profondeur et il y aurait sûrement eu de l'eau. Et tout ça pour dire que on est vraiment à une heure actuelle où tout est disponible au niveau des pratiques et tout ça. Et que ça peut devenir aussi le supermarché de la spiritualité et on peut aussi aller goûter à tout. Alors que je pense que si la première fois que vous goûtez une pratique, ça vous parle vraiment dans le cœur, que ça vous fait vibrer. Ça résonne. Je dirais, allez-y persévérer, mais persévérer longtemps. Oui.
il y avait une dame qui s'appelle Dipama, qui était une nonne bouddhiste, qui est très chouette. Déjà, c'est une femme, donc il y a une ouverture déjà, et il y a un sens de l'humour, et puis voilà. Et elle dit, souvent les Occidentaux, parce qu'elle est indienne, souvent les Occidentaux, quand ils venaient la voir, dès qu'il y avait des difficultés sur le chemin, ben, ils s'en allaient. Ah. Ils disaient non mais c'est pas la bonne voie pour moi. Et elle disait justement quand il y a des difficultés, c'est là où il faut. C'est là que ça veut dire que c'est la bonne pratique. C'est ça, c'était au bon endroit, mais il faut persévérer en fait. Parce que ça continue à creuser. Voilà, ça soulève un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, ça soulève les zones d'ombre. La poussière sous le tapis. C'est ça. Et donc, c'est des périodes qui sont pas très simples. C'est pas parfois l'idée qu'on se fait de la méditation. C'est pas confortable en fait. Voilà, de la femme jolie qui est très souriante et qui a l'air tellement zen. Oui, t'en as croisé des comme ça sur les panneaux publicitaires. Oui, dans les magazines. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que, disons que c'est quelque chose qui appelle. C'est comme tous les beaux produits sont tous beaux, tout lisses, tout gentils, tout machin. Enfin bon, la réalité, alors il y en a, hein. Mais bon, c'est pas ça. Mais bon, si ça en appelle un ou deux, pourquoi pas. Donc on arrive déjà, Renaud, à la fin de cette émission. Donc j'ai pour habitude de poser la question, qu'évoque pour toi guérir en soi ? Alors là, sur cet instant, guérir en soi, du coup, ce que ça m'évoque, c'est de développer de la douceur et de la tendresse envers soi. Vraiment, pour moi, c'est la chose qui importe le plus. Oui. Se côtoyer, comme on disait, avec le panel de ce que nous sommes, se côtoyer comme si on était un enfant en bas âge. Un nouveau-né, j'avais envie de te dire. Et se donner cette douceur, cette tendresse, puis ce temps aussi pour grandir, quoi, ne pas être du tout pressé. En fait, on peut tomber vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans cet écueil de vouloir se nettoyer, de vouloir se purifier, donc de vouloir ne plus avoir d'émotions négatives, de ne plus avoir de colère. Presque à revenir à l'état de nouveau-né. Un enfant, enfin, il n'y a pas plus pur qu'un enfant qui vient de naître. Ouais. Essayer, je dis bien, de retrouver cette pureté, cette innocence. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tomber dans l'écueil de vouloir rapidement, en fait, être nettoyé, tu vois. Et du coup, plutôt avoir de la douceur, de la tendresse envers nous, c'est-à-dire que être conscient, être dans la conscience, mais être très tolérant envers nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a des moments de colère, de jalousie, d'impatience, de négativité, le regarder comme un enfant qui fait un caprice et être doux envers ça. Parce qu'en fait, ces émotions sont là pour nous dire qu'il y a un manque ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et c'est pas en voulant à tout prix les enlever que ça va changer quelque chose. Au contraire. Au contraire, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que d'après toi aujourd'hui, mais bon, depuis toujours presque, on se coupe de ça, ou on oublie d'être doux avec soi? Qu'est-ce qui fait que... Pour moi, c'est de l'ambition. L'ambition, j'entends ambition dans tous les domaines. Déjà l'ambition professionnelle qu'on connaît vraiment bien dans notre système, mais l'ambition aussi spirituelle. C'est-à-dire le fait de vouloir grandir, de vouloir être mieux, de vouloir évoluer même très vite. Je dirais que au début du chemin, on veut une personnalité et un ego pur et parfait, alors que c'est la personnalité et l'ego qui cachent notre véritable nature. Absolument. Donc on peut pas en fait l'ambition spirituelle de vouloir toujours plus, finalement nous coupe de notre innocence et de notre spontanéité d'enfant. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à la fois un autre regard, mais c'est peut-être ce changement d'attitude qui va faire que c'est comme le côté pile et le côté face. Si on enlève ce côté ambition, c'est finalement de laisser la place à ce vers quoi on tend, et finalement, juste en inversant, finalement, ça vient. C'est ça, ouais. Alors, je vais parler maintenant aux musiciens, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu sors un nouvel album? Est-ce que tu as des dates qui viennent? Si on a envie de te voir, de t'écouter? On a sorti un album au mois d'août qui s'appelle Les Nouveaux Indiens. J'adore la petite chanson sur ton fils, sur Noé. C'est trop mignon.
Et après, on joue le samedi 7 janvier au club. Voilà, on va déjà se quitter, mais on pourrait parler pendant des heures. Oui, Je pense d'ailleurs, on peut en faire une autre. Hein, Renaud, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Pour cette très belle lueur que je vois dans tes yeux Merci et à tout toi. aussi beau ce qu'il y a dans ton cœur, parce que tu nous transmets ça dans tes chansons et dans ta musique. Et au nom de tout le monde, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.